Bienvenue. Ce qu'on observe aujourd'hui dans l'industrie auto, ce n'est pas juste une évolution, non, c'est une véritable révolution, une transformation forcée. Et dans cette analyse, on va décrypter ensemble les forces qui sont en train de tout redessiner à l'horizon 2030. Cette citation résume parfaitement la situation. Il ne s'agit pas d'une simple transition technologique, mais bien d'une convergence de pression absolument massive. Réglementaire, économique, géopolitique, tout ça en même temps. Et ça force chaque constructeur, chaque État à repenser son modèle de A à Z. Alors, pour y voir plus clair, notre analyse va se dérouler en 5 temps. D'abord, on posera l'échiquier mondial. Ensuite, on regardera qui fixe les règles du jeu. Puis, on s'attardera sur les fissures de l'industrie avant de se lancer dans un grand duel technologique. Et enfin, on esquissera 3 futurs possibles pour la mobilité. Allez, on commence tout de suite avec la carte du jeu. Au-delà des marques qu'on connaît, quelles sont les vraies puissances qui tirent les ficelles sur cet échiquier mondial? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qu'on voit, c'est la domination écrasante de la Chine sur le marché de l'électrique et de l'hybride rechargeable. Mais attention, elle ne fait pas que vendre des voitures. Non, elle a construit tout un écosystème industriel, de l'extraction des minerais à l'assemblage final. Une échelle qui, aujourd'hui, n'a pas d'équivalent. Mais la part de marché, ce n'est qu'un aspect des choses. Ce qui est vraiment décisif d'un point de vue stratégique, c'est que chaque grande région a sa propre carte maîtresse. La Chine, c'est la chaîne de valeur des batteries. L'Europe, elle, a le pouvoir normatif. C'est elle qui fixe les règles du jeu. Les États-Unis combinent l'innovation et des subventions massives avec l'IRA. Et le Japon et la Corée, eux, gardent une expertise de pointe sur les technologies hybrides. On passe maintenant à ce qui est sans doute le principal moteur du changement, la réglementation. Ce sont bien les règles politiques qui forcent la main des industriels et qui dessinent les trajectoires technologiques. La question devient alors cruciale. Qui écrit ces règles? Parce que celui qui les écrit, il n'oriente pas seulement la technologie. Il oriente des centaines de milliards de dollars d'investissement et au passage, il désigne les gagnants et les perdants de demain. Alors, comparons un peu les approches des 3 grands blocs. Ce tableau, il nous montre 3 philosophies vraiment différentes. D'un côté, l'Europe, qui utilise des normes CO2 très strictes, avec un objectif avant tout climatique. De l'autre, les États-Unis, qui mélangent standards et grosses incitations financières pour relocaliser leur industrie. Et enfin, la Chine, qui, elle, impose des quotas de vente directs. Son but, la sécurité énergétique et la domination industrielle. 3 buts, 3 méthodes. En Europe, la feuille de route est particulièrement claire et contraignante. Les normes CO2 deviennent de plus en plus dures, jusqu'à cette fameuse échéance de 2035 qui sonne la fin du moteur thermique neuf. Et en parallèle, on a des textes comme l'AFIR qui obligent les États à déployer des bornes de recharge. En fait, tout l'écosystème est verrouillé par la réglementation. Aux États-Unis, la stratégie est double. On a d'abord des standards d'émissions fixés par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Et puis, on a ce fameux Inflation Reduction Act, l'IRA, qui est en fait un plan de subvention massif pour les véhicules et les batteries, à condition qu'ils soient produits en Amérique du Nord. C'est donc une politique qui est à la fois climatique et, soyons clairs, très protectionniste. La Chine, elle, a choisi une approche totalement dirigiste. Le mandat NEV, pour New Energy Vehicles, a tout simplement forcé tous les constructeurs, même étrangers, à produire un certain quota de véhicules dits propres. Si on combine ça avec une politique industrielle ultra agressive sur toute la chaîne de valeur des batteries, on obtient le leader mondial qu'on connaît. Un leader qui, maintenant, se tourne massivement vers l'export. Bon, les règles sont posées, mais voyons maintenant les difficultés concrètes sur le terrain. Parce que cette transition, elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle révèle même de profondes fissures dans la structure de l'industrie. Le nerf de la guerre, c'est la pression financière. C'est simple, les constructeurs traditionnels sont pris en tenaille. D'un côté, ils doivent investir des centaines de milliards dans l'électrique. De l'autre, ils doivent financer cette transition avec les ventes de leurs véhicules thermiques, qu'ils sont eux-mêmes en train de rendre obsolètes. Et pour couronner le tout, de nouveaux acteurs débarquent et lancent une guerre des prix hyper agressive. Ça menace les marges et ça crée un vrai risque de surcapacité industrielle au niveau mondial. Deuxième point, la géopolitique des matériaux. Bien sûr, pour faire des batteries, il faut du lithium, du cobalt, du graphite, mais le vrai goulot d'étranglement, ce n'est pas tant l'extraction que le raffinage. Cette étape cruciale est contrôlée à plus de 80% par la Chine pour certains de ces matériaux. Ça crée des dépendances stratégiques absolument critiques pour l'Europe et les États-Unis. Et enfin, il ne faut pas oublier que les défis ne s'arrêtent pas à la voiture. Le véhicule électrique n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie question c'est, est-ce que le réseau électrique est capable d'absorber des millions de véhicules qui se rechargent en même temps? Est-ce que le déploiement des bornes publiques suit le rythme des ventes? Et surtout, à quel prix sera l'électricité demain? Toutes ces questions d'infrastructure sont absolument fondamentales.
Alors, face à tous ces défis, quelle est la meilleure technologie? La réponse, évidemment, n'est pas simple. Il faut comparer rigoureusement toutes les options qui sont sur la table. Mais avant de comparer, il faut définir un concept clé, le coût total de possession, le TCO. C'est vraiment l'indicateur le plus pertinent parce qu'il ne s'arrête pas au prix d'achat. Il prend tout en compte. Le coût de l'énergie, l'entretien, les taxes, les aides, sur toute la durée de vie du véhicule. En clair, une voiture moins chère à l'achat peut se révéler beaucoup plus coûteuse à l'usage. Et ce tableau comparatif le montre très bien. La technologie miracle n'existe pas. Le 100% électrique, le BEV, est imbattable en efficacité et en coût d'usage, surtout pour les flottes ou pour les trajets du quotidien. L'hybride simple, le HEV, lui, représente une excellente transition sans la contrainte de la recharge. L'hydrogène, le FCEV, pourrait avoir sa carte à jouer pour le transport lourd, mais l'infrastructure est un défi colossal. Et enfin, les carburants de synthèse, les e-fuels, eh bien, ils sont compatibles avec les moteurs actuels, c'est vrai, mais leur efficacité énergétique est très faible et leur coût reste prohibitif. Si on se concentre sur les deux options zéro émission à l'échappement, le constat est assez clair. Le véhicule à batterie s'impose comme la solution la plus rationnelle économiquement parlant pour la grande majorité des usages des particuliers et des flottes d'entreprises. L'hydrogène, de son côté, reste une piste pour des niches très spécifiques comme le transport lourd sur de longues distances. Mais sa viabilité dépendra d'une seule chose, la production massive d'hydrogène bas carbone à un coût compétitif. Et ça, on en est encore loin. Alors, vers quoi tout ça nous mène ? Si on synthétise toute cette analyse, on peut en fait esquisser 3 grands scénarios pour l'avenir de la mobilité. 3 futurs possibles se dessinent. D'abord, le scénario A, celui du tout électrique, où le véhicule à batterie devient la norme absolue. Ensuite, le scénario B, qu'on pourrait appeler le mix pragmatique, où plusieurs technologies cohabitent, l'électrique bien sûr, mais aussi une place importante pour les hybrides et quelques niches pour l'hydrogène. Et enfin, le scénario C, celui du retour en force, où les difficultés de la transition électrique mènent à une résurgence des motorisations hybrides complétées par des carburants bas carbone. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que le futur n'est pas encore écrit. Il va dépendre de plusieurs points de bascule. Le prix de l'électricité, bien sûr, la solidité du réseau, la sécurité de nos approvisionnements en minerais, mais aussi les futures innovations sur les batteries et, bien sûr, les politiques commerciales entre protectionnisme et libre-échange. Ce sont ces facteurs qui seront les vrais arbitres. En conclusion, il faut retenir que cette révolution automobile, ce n'est pas juste une bataille de technologie. C'est un arbitrage complexe entre l'énergie, les infrastructures, les matériaux, les coûts et la politique. La question n'est donc pas de savoir quelle est la meilleure technologie dans l'absolu. La vraie question, c'est de savoir quel arbitrage chaque région, chaque entreprise sera prête à faire. Car c'est de cet arbitrage que dépendra la carte mondiale de l'automobile de demain.